Rêver, ça coûte rien et c'est le fun. Surtout quand c'est en couleur. Et pour rêver, vous rêvez gros, ça c'est certain. Mais à quel point est-ce que vos rêves peuvent devenir réalité? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Chaque année, il y a 2 moments où les gens se mettent à s'intéresser autant, sinon plus, honnêtement je dirais plus, à ce qui se passe hors glace que sur la glace. Entre la fin des séries et le 1er juillet, et à environ 1 mois de la date limite des échanges, jusqu'à l'heure là, où tout le monde peut transiger. Et c'est normal, et c'est le fun. Ces dernières années au Québec, les partisans du Canadien se demandaient surtout qui pourrait partir en retour d'actifs qui vont aider l'équipe dans sa reconstruction. Cette année, par contre, le vent a tourné. La majorité d'entre vous regardaient vers des joueurs qui viendraient aider l'équipe à court et moyen terme et aussi à long terme, soyons honnêtes. Mais surtout, là, ton boy passe un temps indécent à lire tout ce qui s'écrit sous ses contenus, que ce soit ici, sous les épisodes réguliers, dans le chat lors des diffusions en direct et sous les vidéos format court, peu importe la plateforme. J'ai décidé de m'amuser un peu et d'essayer de voir si j'étais capable de trouver, de me rendre compte qui sont les joueurs qui ressortent le plus ces temps-ci. Ceux que les partisans du Canadien désirent le plus voir en bleu, blanc, rouge. Que ce soit réaliste ou complètement utopique. C'est pas un sondage scientifique. Je vais être honnête, j'ai même pas été capable d'arriver avec des vraies données concluantes, exemple 200 mentions, etc. Je suis allé au high test, je vais être bien honnête, je suis allé the old school way, mais c'est pas sorcier, ce sont les 5 noms qui ressortent le plus. Je vous les présente donc sans plus tarder, les 5 joueurs que vous voulez le plus voir débarquer à Montréal. Pas moi! Vous, pour chaque joueur, je vais vous donner mon opinion d'un point de vue strictement hockey et également mon opinion point de vue business du hockey. Autrement dit, ça a-tu de l'allure? Regardons ça. Et on débute avec Tage Thompson et on va pas s'éterniser sur Thompson pour une raison toute simple. La remontée au classement des Sabres de Buffalo vient complètement démolir la possibilité non seulement de voir Tage Thompson à Montréal à court terme, mais carrément de le voir être transigé à court terme. Personnellement, jamais j'aurais cru ça possible. Quand même, rapidement, le point de vue hockey, c'est fort probablement à l'aile que Thompson se serait amené à Montréal. Il aurait été sensationnel, instantanément un de tes meilleurs joueurs offensifs. Oui, malgré tout le talent que tu as, ce qui en dit quand même beaucoup sur Tage Thompson. Côté salaire, ça aurait cadré TNT et sur un excellent contrat. La transaction aurait coûté cher. Très, très cher. Et c'est probablement là où Kent Hughes n'aurait pas voulu aller. Mais bon. Je suis désolé, ça n'arrivera pas cette année. Qu'ils fassent les séries ou non, les Sabres vont réessayer avec le noyau de Thompson, Dahlin et compagnie l'an prochain. Donc pour encore au moins 1 an, donc admettons que les Sabres l'an prochain repartent sur des sabreries, on oublie Tage Thompson sur le marché des transactions. Un 4e nom qui commence à ressortir de plus en plus, un peu à ma surprise, si je suis 100% honnête, qui sort de plus en plus. Parmi vous, pas une surprise qu'il soit sur le marché des transactions en raison de ce qui se passe à New York, ça c'est pas une surprise, mais qu'il ressorte ici, parmi les joueurs que vous aimeriez peut-être voir le Canadien être intéressé, c'est Alexis Lafrenière. Donc, je le disais, bien sûr, l'annonce des Rangers fait en sorte qu'on regarde leur effectif et on se demande qu'est-ce qui pourrait bien être intéressant pour son équipe. Et, à Montréal, il y a eu quelques personnes qui m'ont parlé de Will Cooley, il y a eu du Schneider, je pense, un peu, mais c'est Laffy qui ressort énormément. Si on parle strictement hockey, malheureusement, à ce point-ci de sa carrière, il faut parler d'Alexis Lafrenière comme un projet de réclamation. C'est un premier choix au total, qui est un bon NHLer, mais pas un contributeur offensif de top 6 prouvé, parce que non, une saison de 50 points en 6 ans, je comprends qu'il y a eu des saisons, une saison écourtée là-dedans, c'est pas une production de top 6 établie, Alexis Lafrenière. Je suis désolé, je pense pas que c'est controversé de dire ça, je pense pas que c'est un hot take. Je comprends que les gens qui veulent de Laffy, je comprends pourquoi vous voulez de Laffy. Ceci étant dit, il faut qu'on recalibre les attentes envers Laffy.
troisième trio, peut-être, disons avec son ancien coéquipier chez l'Océanique de Rimouski, Zach Bolduc, je peux comprendre l'intérêt. Et même si on est plus ambitieux que ce que je viens de dire, troisième trio avec Zach Bolduc, à 6 pieds 2, bon en protection de rondelle, il a quand même déjà marqué tout près de 30 buts, il a déjà fait 50 points dans son jeune âge, il peut le faire. C'est pour ça que je parle d'un projet de réclamation. S'il quitte New York et qu'il s'en va à la bonne place, j'ai pas de misère à voir la fille devenir. Il va. En tout cas, faut jamais dire jamais. Là. Je pense pas qu'il va jamais atteindre le potentiel offensif qu'on voyait lorsqu'il a été repêché premier au total. Mais tu sais, devenir, exemple, un Strome à Washington, je pense que c'est quelque chose de possible pour Lafrenière. Donc, l'idée de voir la fille atteindre son plein potentiel aux côtés de Caulfield et Suzuki, l'idée peut être intéressante pour certains. Du moins, je peux comprendre pourquoi vous réfléchissez à ça. Je pense que tu as au mieux un 5-6e attaquant, donc un gars de top 6, mais pas ton contributeur principal du top 6. Et au pire, un très bon joueur de top 9 qui peut monter dans la formation en cas de blessure et jouer sur la deuxième unité d'avantage numérique. Je ne sais même pas si le problème avec Lafrenière serait ce que ça coûterait en transaction. C'est dur à évaluer. Peut-être que les Rangers demanderaient beaucoup, parce que c'est un ancien premier choix au total, mais soyons honnêtes, c'était en 2020. Et contrairement à ce que je pense tout le temps, non, 2020, c'était pas hier, c'était il y a 6 ans. Faut dire que Capo Caco, finalement, c'est parti pour absolument rien. Un deuxième choix au total. Non, le problème avec la fille, pour moi, c'est pas ce qu'il coûterait en transaction. Du moins, je serais surpris que ça coûte très cher en transaction. En fait, je dis le problème avec la fille. Pour moi, il y a deux problèmes avec Alexis Lafrenière. Le premier, c'est le contrat. Cette année, c'est la première d'un contrat de 7 ans, 7,45 millions, jusqu'à preuve du contraire. Les Rangers sont une rare équipe qui s'est brûlée avec un de ces maintenant classiques contrats qu'on donne rapidement à un jeune qui montre du potentiel. Contrat où on prend le risque qu'il va peut-être être légèrement surpayé au début, mais deviendra surtout une aubaine plus tard. Kent Hughes et le Canadien sont les rois de ce type de contrat-là en ce moment. Marc Bergevin avait fait la même chose avec Nick Suzuki. Et ça, justement, c'est un contrat qui est en train de devenir al dente. Ce contrat-là, la fille, là, pas Suzuki. Quand tu le jumelles au deuxième problème avec lui, c'est le fait qu'il vient d'ici. Ça créerait une situation peu enviable pour le joueur, et je m'explique. Déjà, s'il s'appelait Tom Johnson, puis qu'il s'amenait dans cette situation, on en parlerait du contrat, comme un énorme pari. Ça ne changerait pas. Mais ajoutez le facteur Keb, ajoutez le facteur Alexis Lafrenière, l'ancienne gloire de l'Océanique de Rimouski, le plus récent premier choix au total québécois dans la Ligue nationale de hockey. Déjà, en partant, là, sous l'épisode actuel, le fait qu'on en parle, je suis convaincu qu'il va y avoir des gens qui vont dire « On parlerait pas de lui s'il s'appelait Smith. » Peut-être. Alors, en plus, si ça tourne pas rond dès le départ, ça va peut-être devenir lourd rapidement. Pensez entre autres à la situation Jonathan Drouin. Personnellement, j'ai jamais été fan des projets de réclamation. Fait qu'ils s'appellent Lafrenière ou Smith, ça change rien. L'an dernier, les gens me parlaient de Casey Middlestad, Capo Caco, justement, plein d'autres. Moi, c'est au point où le Canadien en est, là, je tiens à le préciser, dans le temps d'Alex Newhook, de Kirby Dach, c'était pas la même chose. Au point où le Canadien en est, je pense pas que tu es dans la phase des projets de réclamation. N'eût été du contrat, j'aurais eu de l'intérêt. Du moins, j'aurais pas été contre. Puis, je tiens à préciser, s'il fallait que le Canadien roule les dés, je suis pas contre. Disons que je suis positivement sceptique et le contrat me fait un peu peur. Et il faut ajouter quand même, parce que je suis sûr que plusieurs d'entre vous vont le mentionner, Chris Drury va-tu vraiment transiger avec la nouvelle équipe de Jeff Gorton? Qui sait? En troisième place, Colton Parayko, défenseur droitier, 6 pieds 6, bonne relance. Viens-tu de décrire le défenseur parfait pour jouer avec Lane Hudson, moi là? Oui, mais il a 32 ans. C'est le seul endroit où le bas blesse avec le numéro 55 des Blues. Et personnellement, je tenterais quand même de le sortir de Saint-Louis. Je vais être honnête. Le Canadien a besoin d'expérience. Il a besoin de ce type de joueur. Parayko s'en va aux Olympiques. C'est un champion de la Coupe Stanley. Je pense qu'il y a encore au moins 5 bonnes années dans le corps. Minimum. Point de vue strictement hockey, c'est un oui sans aucune hésitation. Contrat, c'est un autre oui sans hésitation pour Colton Parayko. Un autre 4 ans, donc il est à l'an 4 là. Donc après cette année, il reste un autre 4 ans à 6,5 millions par année. Il a une clause de non-échange complet. Est-ce qu'il la lèverait pour venir à Montréal? Il était sur la glace du Centre Bell aux 4 Nations. Est-ce qu'il y a pris? Est-ce qu'il y prendrait goût? Peut-être. Le grand point d'interrogation est, admettons qu'il disait oui, là. Il coûte quoi? Il n'est pas le type de joueur pour qui je suis prêt à sacrifier Michael Age ou Alexander Zarovski. Aucun des deux. Est-il le genre de joueur pour lequel
on prend le risque de transiger Caden Goulet, souvent blessé. La question se pose. Un autre espoir en défense comme David Reinbacher, encore une fois, la question se pose. C'est là où, personnellement, j'ai de la difficulté. Même si je pense que c'est un sure shot aussi, c'est important de le mentionner, à 32 ans, c'est quand même vrai que tu sais pas. Regardez autant Piqué que chez Weber, à quel point ils se sont blessés rapidement après la méga transaction et que leur carrière respective a pris fin plus vite que prévu pour ces raisons-là. C'est le genre de choses qui peut faire peur un peu. Shea Weber avait aucun historique de blessure avant d'arriver à Montréal. Dans ses premiers matchs de blessure au pied, puis est arrivé la suite des choses pour Shea Weber. Donc, mais ça, en même temps, tu peux dire ça peut arriver à n'importe quand dans une carrière, mais c'est plus difficile à évaluer une fois que le gars arrive dans la trentaine. Mais je serais très content de le voir débarquer à Montréal. Ça, c'est certain. Tout juste avant de te révéler la deuxième place, si tu es encore ici à ce point-ci de l'épisode et que tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Un petit coup de pouce serait apprécié. D'abord, laisse une mention j'aime, mais surtout, on veut atteindre les 35 000 abonnés cette année. J'ai besoin de ton aide. Ça prend 0,5 secondes. En théorie, tu as déjà eu le temps de le faire et je te dis un énorme merci. En deuxième place maintenant, Robert Thomas. Je ne vais pas vous parler de long en large de Robert Thomas. Faites juste vous rendre sur ma page, puis vous allez trouver, je pense, 3 épisodes avec lui en vignette. Pour moi, il est le joueur à aller chercher. Ça fit d'un point de vue hockey, ça fit d'un point de vue salaire, sauf que il coûterait extrêmement cher en transaction. Et c'est là où j'ai un désaccord d'ailleurs avec certains d'entre vous, un désaccord respectueux en ce qui me concerne, parce que ne pas vouloir payer le prix très très chérant qui va coûter, ça se justifie amplement. Autant j'adore Robert Thomas et pour moi, il change complètement les perspectives d'avenir à moyen et long terme du Canadien, même à court terme. C'est pas Connor McDavid non plus, là. Fait que je comprends les gens qui sont comme non, pas Michael Hayes, non, pas Zarovski. Alors que pour moi, c'est un oui. Tout ce qui n'est pas dans l'équipe présentement est sur la table pour Thomas. Et il y a même certains éléments présentement avec l'équipe qui sont sur la table pour Robert Thomas. Écoutez, tu fais son acquisition, tu as soudainement 2 centres d'un point par match responsables défensivement à leur apogée. Pensez-y bien. Et en première place, le joueur qui ressort le plus depuis environ 3 semaines, et je comprends pourquoi, en raison de toutes les rumeurs qui sortent de Dallas, c'est Jason Robertson. C'est le joueur que les gens soudainement parlent le plus. C'est celui qui vous fait le plus rêver. Et je dois être honnête, on va se pogner dans la section commentaires. Non, je fais des blagues, mais je suis pas du tout fan de Jason Robertson. Autant point de vue hockey que business. Je le déteste pas, j'ai rien contre lui. Mais l'idée de le voir débarquer à Montréal, pour moi, non. Pourquoi? Robo est un gars de 100 points. Robo est un gars de 50 buts. Il n'a jamais fait 50 buts. J'ai fait 40 buts. Je l'ai ici à ma gauche. 41-46. Voilà. Je suis là à essayer de me souvenir par cœur quand littéralement je fais apparaître ça à côté de moi. Good job, Max. C'est un gars de 100 points, 40 buts. Il fait 6 pieds 3. Donc pourquoi je dis non d'un point de vue hockey? Je trouve que dans toutes les catégories que je viens de mentionner, il est comme dans le bas de la catégorie. Oui, c'est un producteur de points hors pair, mais je trouve pas que c'est un moteur. Il n'est pas un meneur d'hommes, c'est pas lui qui trace la voie. Je trouve que c'est un gars qui suit et qui va produire particulièrement quand il est bien entouré. Mais je pense pas que c'est un gars qui produit peu importe ce qui arrive. Oui, il est gros. Mais trouvez-vous qu'il joue gros? Puis c'est une question honnête. J'ai pas la vérité là-dessus. Personnellement, non, pas particulièrement. C'est beau mesurer 6 pieds 3, mais si tu ne l'utilises pas de la façon dont plusieurs aiment, c'est un si gros facteur? Je pense à la façon dont plusieurs d'entre vous parlent de Noah Dobson depuis qu'il est arrivé à Montréal. Je trouve que c'est un peu la même chose. Bref, je ne vois pas en Jason Robertson le moteur d'une attaque d'une équipe qui aspire à la coupe, mais bien un 2-3e joueur offensif, ce qui en soi ne serait pas un problème. Sauf que il veut l'argent du premier joueur. Il veut l'argent du top dog. Parce qu'à ceux qui se demandent pourquoi les Stars échangeraient Robertson, ça n'a pas de sens. Ben, c'est que les Stars... Ils ont choisi. Ils ont choisi Wyatt Johnston, ils ont choisi Mikko Rantanen. Et justement, d'ailleurs, Robo voudrait, selon les sources, un salaire similaire à Rantanen. C'est la raison pourquoi son nom circule beaucoup. Il est agent libre cet été, veut signer un très gros contrat. Sur un contrat avantageux, j'aurais dit oui à Robo sans hésitation.
Sauf que sur un contrat avantageux, on parlerait justement même pas de Jason Robertson. C'est pas comme Robert Thomas où là, les Blues sont dans une drôle de période. Je veux dire, les Stars veulent gagner la coupe. Ils gardent Jason Robertson s'il est sur un contrat avantageux. Je pense justement que le fait que les Stars soient allés chercher Rantanen et le préfèrent à Robertson, ça en dit beaucoup. Si tu as Jason Robertson, pourquoi tu débourses comme les Stars l'ont fait pour un autre gros ailier pour finalement dire bye Jason? Ben, c'est ça. Peut-être parce que Rantanen y est plus, lui, un meneur dont je parlais, un défricheur, la personne qui est devant. J'aurais pas cru dire ça quand il était au Colorado. J'ai toujours beaucoup aimé. Je trouvais pas qu'il était surévalué, mais je pensais quand même qu'il bénéficiait plus de McKinnon que finalement, turns out, qu'il bénéficiait pas tant de McKinnon. Mais ça, pour moi, concernant Robertson, c'est un gros red flag. Point de vue hockey, Robo, pas mon préféré. Point de vue business du hockey, non, merci. Mais c'est votre boy. Et c'est bien correct. Es-tu surpris de voir que les noms qui ressortent le plus soient tous relativement de gros noms? Moi, oui, un peu, si je suis honnête. Je pensais peut-être qu'elle allait avoir certains joueurs qui allaient être ciblés, un peu plus bas, qui viendraient plus être des joueurs de rôle. Il y en a. Mais vous êtes moins nombreux à les ressortir, ces noms-là. Ou du moins, vous êtes peut-être plus dispersés dans vos envies, dans les joueurs que vous ciblez. Je m'attends beaucoup plus à ce genre de transactions cet hiver pour le Canadien, de petites transactions et une grosse à l'été. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux justement savoir quelles sont les histoires que je vais surveiller avec le plus d'intérêt dans toute la LNH d'ici la date limite des échanges? C'est ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!